arrive sur les plateformes comme CoinGecko, on voit qu'il y a environ 10 700 crypto-monnaies qui existent. 10 700 crypto-monnaies, on peut imaginer que ça fait 10 700 idées quand même, parce que chaque projet va venir avec une idée, va venir apporter une amélioration de quelque chose, va venir proposer quelque chose dans cet écosystème. Donc on peut se poser la question, mais il y a déjà quand même beaucoup d'idées qui ont été implémentées. Est-ce qu'il y a encore de la place pour de nouvelles idées, pour de nouveaux projets? Est-ce que les nouveaux projets vont forcément apporter des choses différentes? Parce que innover dans un écosystème où il y a déjà beaucoup de choses qui existent, c'est quand même difficile. Et donc, on va chercher bien parmi les nouveaux projets qui vont se lancer, on va voir qu'il y a déjà un projet existant qui fait la même chose. Ou bien, même un projet existant peut prendre ce qu'il y a de nouveau et s'améliorer et mettre dans cette roadmap pour pouvoir proposer cela dans le futur, tuant ainsi la concurrence qui aurait pu être captée par de nouveaux projets. Et donc, est-ce qu'il y a forcément de nouvelles idées? Comment est-ce qu'on peut faire pour trouver de nouvelles idées dans cet écosystème? C'est pas ça le but de la vidéo déjà jusqu'à présent. Donc, je te fais comprendre le problème pour te montrer qu'il y a quand même une possibilité pour certains projets d'apporter encore quelque chose de nouveau. Et quand je vais donc trouver les projets qui apportent des choses qui sont nouvelles et que je trouve peut-être assez impactants, qui corrigent un besoin réel dans cet écosystème, je vais partager avec toi, comme c'est le cas du projet que je vais partager avec toi aujourd'hui. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est un projet que tu ne dois pas rater parce que ça résout un problème fondamental dans l'écosystème crypto-monnaie. Et qui dit résoudre un problème fondamental peut potentiellement dire... Je te laisse finir la phrase. Mais avant de continuer, je t'invite déjà à liker la vidéo, partager la vidéo et permettre aux gens de nous connaître. Permettre que nous soyons au cœur de l'écosystème crypto-monnaie africain et que les personnes puissent bénéficier de ce contenu qu'on partage gratuitement sur la chaîne. Ça ne te coûte rien de liker, de partager. C'est simplement 2 clics, mais ça représente beaucoup pour nous parce que ça va nous permettre d'avoir la motivation de continuer de vous apporter ce contenu de qualité. Pour aller plus loin, va sur notre chaîne, sur notre site que tu vas retrouver en description de cette vidéo et tu peux prendre une formation qui est actuellement une combinaison de 3 de nos meilleures formations, partie de 0 à héros en investissement dans l'écosystème crypto-monnaie, comment se comporter avant, pendant et après le bull run, c'est très important. Et ensuite, comment combiner plusieurs stratégies, 10 comme ça d'entre elles, pour pouvoir exécuter peu importe la grandeur de ton portefeuille. On a regroupé toutes ces 3 formations dans une seule formation qui est présentement en promotion. C'est encore disponible, le lien est en description de cette vidéo. On sait que tu vas te faire de l'argent pendant cette période parce que tu es déjà crypto-éduqué. Alors, va déjà sécuriser ton wallet en achetant une clé Nano Ledger. Il y en a 2 pour le moment. Il y a le Nano S+, il y a le Nano X. En fonction de ton budget, prends la clé qui te correspond et le lien, c'est également en description de cette vidéo. Le projet dont je vais mettre dans ton radar aujourd'hui, c'est un projet sur lequel je suis tombé comme ça par hasard, SmartDex. SmartDex, c'est une plateforme de finances décentralisée, un swap, DEX, exchange décentralisé, comme Uniswap, comme PancakeSwap et comme bien d'autres DEX qui existent déjà dans l'écosystème crypto-monnaie. On peut donc se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que celui-ci fait de particulier? Pourquoi il y a déjà PancakeSwap, Uniswap? Pourquoi je vais venir sur un nouveau DEX? C'est là où tout le problème se pose. Et c'est là où justement, ils vont apporter quelque chose de différent qui pourrait justement faire en sorte que tu quittes même de là où tu es pour venir sur ce DEX. Bien évidemment, ce ne sont pas des conseils d'investissement. Je te fais une analyse du projet pour te faire comprendre le problème qu'il résolve et comment est-ce qu'il résolve ce problème. Pour donc avoir la solution, en fait, ce qu'ils proposent de différent, c'est déjà de venir dans leur white paper. Dans leur white paper, qui est un article publié dans la revue scientifique, c'est-à-dire que c'est publié dans l'académie, bien évidemment. Donc, il montre que c'est un travail qui a été revu par les particuliers de peer-to-peer pour permettre de comprendre que ce qu'ils proposent comme solution, c'est quelque chose qui est scientifiquement correct. C'est ça le rôle de l'académie. On fait des choses qui sont scientifiquement correctes, scientifiquement prouvées et qui justement peut aller dans l'industrie. Et justement, SmartDex allait dans ce sens-là pour résoudre un problème particulier dans l'écosystème, celui de l'impermanent loss. Et pour ceux qui ne comprennent pas l'impermanent loss, parce que c'est important de comprendre le problème. Parce que si vous ne comprenez pas le problème, vous ne pouvez pas comprendre la solution. Donc, le problème de l'impermanent loss, c'est quoi? Je vais vous expliquer ça terre à terre. On a dans un protocole de finance décentralisé, pour que ça puisse marcher, il faudrait que des personnes viennent fournir la liquidité
donc la crypto-monnaie qu'on va appeler donc liquidité dans le protocole pour pouvoir permettre aux uns aux autres de swapper les crypto-monnaies. Si je vais sur PancakeSwap, je veux swapper la crypto-monnaie A contre la crypto-monnaie B. Si personne n'a déposé de crypto-monnaie dans le protocole, alors je ne pourrais pas swapper ces crypto-monnaies. D'accord? Donc pour qu'on puisse swapper, il faudrait que les gens aient déposé la liquidité. On va donc appeler ces personnes qui vont déposer la liquidité des liquidity providers. Et donc dans une pool de liquidité, comment ça fonctionne? On va déposer une crypto-monnaie A et une crypto-monnaie B. On va les coupler et on va ressortir donc de là avec un token LP. D'accord? Et les quantités de crypto-monnaies, au moment où on dépose dans la pool de liquidité, les quantités ont des valeurs égales. Ça ne veut pas dire qu'un Bitcoin est égal à 1 Ethereum. Non. Si un Bitcoin est égal à 10 Ethereum, pour ajouter donc un Bitcoin dans cette pool de liquidité, il faudrait que j'ajoute 10 Ethereum dans la pool de liquidité. Aussi simple que ça. Donc, quand on dépose dans la pool de liquidité, on dépose en tant que valeur égale parce que la seule valeur dans une pool de liquidité pour les crypto-monnaies, c'est la quantité des deux crypto-monnaies qu'il y a à l'intérieur de la pool de liquidité. Aussi simple que ça. Donc, Alice va donc vouloir déposer un Ethereum, par exemple. Je prends l'exemple d'Alice. Et l'Ethereum, au moment où elle dépose, vaut 1000 $. Donc, elle va déposer 1000 $. Un Ethereum et 1000 $ dans la pool de liquidité. On va donc lui donner un token LP. Mais quand elle dépose, elle n'est pas la seule personne à avoir déposé. Il y a d'autres personnes qui ont également déposé dans la pool de liquidité. Supposons que quand Alice déposait, il y avait 9 Ethereum dans la pool de liquidité. D'accord? 9 Ethereum. Et les 9 Ethereum équivalent bien évidemment à un prix de 1000. Ça équivaut donc à 9000 USDT. Donc quand elle va déposer, il y aura maintenant 10 Ethereum à l'intérieur contre 10 000 USDT. D'accord? Ça veut dire que Alice a maintenant un poids de 10% dans la pool de liquidité. Donc Alice a 10% des tokens qu'il y a dans cette pool de liquidité parce qu'elle a déposé un Ethereum et il y en avait 9, ça fait maintenant 10 Ethereum. Et 10 000 $, il y en avait 9 000, ça fait maintenant 10 000 $. D'accord. Donc, elle a donc un token LP qui va donc représenter ces 10% de la pool. Quelque temps après, le Ethereum explose. Le prix de l'Ethereum passe de 1000 $ à 4000 $. D'accord? Et si on essaye de regarder à l'intérieur, on voit qu'il y a 10 Ethereum. On voit qu'il y a 10 Ethereum et 9000 et 10 000 $. Mais le prix de l'Ethereum est passé à 10 000 $. Mais pendant ce temps, dans la pool de liquidité, rien n'a changé. Donc si quelqu'un vient dans cette pool de liquidité et que rien n'a été fait, on va donc constater que on va toujours acheter un Ethereum à 1000 $. Donc la pool de liquidité ne représente pas réellement la valeur de l'Ethereum. Ce qui va donc se passer, on va faire intervenir un algorithme qu'on va appeler le AMM, le Automated Market Maker, qui va donc réajuster les valeurs dans cette pool de liquidité. Donc vous voyez que ici, quand on avait 10 et 10 000, si on multiplie les deux, ça fait quelque chose comme 100 000 de valeur de liquidité. Donc on va faire 10 fois 10 000, ça fait 100 000. Ce qu'on va appeler un ratio qui est donc K. Le but du AMM, c'est de maintenir ce ratio K. K doit toujours rester 100 000 à l'intérieur, 100 000, parce qu'il y avait 10 fois 10 000, ce qui fait donc 100 000. Ce ratio de 100 000 doit toujours rester. Donc, quand le prix de l'Ethereum va donc passer à 4 000 $, le rapport doit rester le même, mais qu'est-ce qui doit se passer? On va donc réajuster les valeurs à l'intérieur de la pool de liquidité. Dans le AMM, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre 5 Ethereum et 20 000 Bitcoin, 20 000 USDT à l'intérieur. Vous voyez que si on fait 5 fois 20 000, ça fait maintenant combien? Ça fait le même rapport K, qui est donc de 100 000, qui est toujours de 100 000. Le rapport est toujours de 100 000. Donc on a 100 000 ici, on a 100 000 ici, et on a encore 100 000 là-bas. Ça c'est correct, d'accord? Et quand quelqu'un va maintenant venir swapper ici, il va voir que s'il vend un Bitcoin, s'il vend un Ethereum, on va lui donner 4000 USDT. Tout à fait correct, n'est-ce pas? Donc, maintenant, Alice vient dire qu'elle retire donc ce qu'elle avait déposé à l'intérieur. Elle a combien? Elle a 10% de la pool. Elle va donc venir et elle va dire, ok, je veux retirer ce que j'ai mis dans la pool de liquidité. Elle va donc remettre son token LP qu'on lui a donné ici
pour récupérer, elle va donc remettre son token LP pour récupérer ses USDT et ses Ethereum. Mais souvenez-vous qu'il y a maintenant 5 Ethereum et 20 000 USDT dans la pool. Elle a donc 10%. Alice va repartir maintenant avec 0,5, c'est-à-dire des 10%, elle va des 10% de 5, ça fait 0,5. Et elle va repartir avec, comme ça, 10% ici, ça fait 2000 dollars. 2000 dollars. Vous voyez? Donc, Alice maintenant, quand elle va revendre, vu que le Bitcoin, vu que l'Ethereum est passé à 4000 dollars, si Alice revend tout ceci maintenant, elle aura 4000 dollars plus 2000 dollars, ça fait 6000 dollars. D'accord? Ça fait 6000 dollars. Ok? Vous allez me dire, ok, Alice, elle avait au départ un Ethereum et 1000 dollars. Ça, c'est qu'elle avait au départ. Elle avait un Ethereum et 1000 dollars. D'accord? Un Ethereum, 1000 dollars. Mais prenons le cas où elle n'avait pas vendu. Ah non, j'ai fait une erreur ici. Vu que le prix de l'Ethereum est à 4000 dollars, donc si elle vend ses demi-Ethereum, ça fait combien? Ça fait plutôt 2000 dollars. Donc elle aura 2000 dollars plus 2000 dollars. Ça fait que la valeur de ce qu'elle récupère de la pool, c'est 4000 dollars. Ok. Ça, c'est ce qu'elle va récupérer de la pool. 4000 dollars. Parce qu'au départ, elle avait donné un Ethereum et 1000 dollars parce que l'Ethereum valait 1000 dollars. Alice est toute fière. Elle est contente qu'elle a quand même 4000 dollars. Mais que se serait-il passé si Alice n'avait pas fourni de la liquidité? Si Alice n'avait pas fourni de la liquidité, elle aurait encore ses 1 Ethereum et ses 1000 dollars parce que c'est ce qu'elle a déposé au départ. Elle aurait encore un Ethereum et ses 1000 dollars. Le Ethereum est passé à 4000 dollars. Donc elle aurait 4000 dollars plus 1000 dollars. Ce qui ferait 5000 dollars si elle n'avait pas fourni la liquidité. Vous voyez qu'en fournissant la liquidité, Alice a un manque à gagner de 1000 dollars. Donc il y a moins 1000 dollars qui se sont perdus parce qu'elle a fourni de la liquidité. C'est ce qu'on va donc appeler impermanent loss. Et cet impermanent loss là, c'est la raison pour laquelle certains ne vont pas fournir la liquidité dans les protocoles de finances décentralisés. Et cet impermanent loss, pour compenser cela, qu'est-ce que les protocoles font? Ils vont faire en sorte que vous allez bloquer, vous allez farmer votre token LP. Vous farmez le token LP et ils vont donc vous donner la crypto-monnaie de la plateforme. La crypto-monnaie de la plateforme. Ça fait que la crypto-monnaie de la plateforme devient inflationniste. Et le token de la plateforme, les gens ne sont pas là pour le conserver. Ils sont là pour compenser les pertes. Ils vont donc prendre ce token, aller le revendre dans le marché et le token va donc perdre en valeur. Et donc, très souvent, la valeur du token qu'on va vous donner sera insuffisante pour combler cette perte de l'impermanent loss qu'on va appeler IP. D'accord? Et un deuxième mécanisme que les DEX sont en train de faire, en fait font, c'est de vous donner un pourcentage aux fournisseurs de liquidité, au token LP. On va vous donner un certain pourcentage sur les frais de transaction qui sont générés parce qu'on fait intervenir la pool de liquidité dans laquelle vous avez déposé votre crypto-monnaie. Mais même jusque-là, ces frais de transaction ne sont pas suffisants pour combler l'impermanent loss. Ça fait donc qu'à long terme, les fournisseurs de liquidité sont peut-être perdants parce qu'il y a ce prix des crypto-monnaies qui connaît des fluctuations et à un moment donné, justement, ce n'est pas rentable et certaines personnes vont donc décider de ne plus fournir de la liquidité. Et sans liquidité dans les protocoles décentralisés, il n'y aura pas de protocole décentralisé parce qu'on ne peut pas faire des transactions s'il n'y a pas de liquidité. Il est donc important de faire en sorte que les fournisseurs de liquidité soient toujours d'une certaine façon gagnants ou bien puissent au moins ne pas subir cette perte-là vu que c'est eux qui sont les acteurs majeurs. Mais pourquoi ils doivent subir la perte en fait alors qu'ils fournissent un service qui est autant important dans cet écosystème pour la viabilité de cet écosystème dans la finance décentralisée en fait. Voilà donc où SmartDEX entre en jeu. Ils vont donc trouver un mécanisme de faire en sorte qu'il y ait zéro impermanent loss pour ceux qui vont fournir la liquidité.
vous avez bien compris, zéro impermanent loss pour ceux qui vont fournir la liquidité en faisant comment? En faisant ce qu'ils ont détaillé dans leur white paper. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je ne veux pas aller trop en détail dans tous ces éléments-ci parce que ça peut à un moment donné être technique. L'exemple que j'ai pris tantôt, c'est justement ce qui est détaillé ici à l'intérieur. Il vous explique justement cette idée d'impermanent loss, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce qu'il y aura une perte de 20% parce qu'elle a fourni de la liquidité. Ok. On sait maintenant ce que c'est que l'impermanent loss. Comment ils vont donc tacler cela? Ils vont dire, ok, je vais revenir dans le graphique pour expliquer ça un peu détaillé. Ils vont dire, quand les gens fournissent la liquidité dans la pool de liquidité, ils fournissent A et B, on va avoir une autre pool de liquidité qui est une pool de liquidité écran. Et cette pool de liquidité écran là, ils vont appeler FR, ils vont appeler une fictive réserve, donc une réserve fictive. Et cette réserve fictive là va en réalité servir de jouer un rôle pour compenser les pertes qu'il y aurait dans cette autre pool de liquidité principale. Donc, on va appeler ceci une liquidité prime. Donc, on va appeler ça L'. D'accord? Quand vous allez déposer le token à l'intérieur ici, ils vont prendre 50% qui vont déposer ici et ils vont prendre 50% qui vont déposer là, en fait. Et donc, ce sont ces 50%-ci qui seront utilisés pour effectuer les transactions réellement. Et cette autre pool de liquidité-ci sera là pour monitorer ce qui va se passer ici à l'intérieur et réajuster les pertes au fur et à mesure qu'on avance pour compenser ça en profit en rééquilibrant les tokens de deux façons. Donc en faisant ces deux mécanismes combinés de gauche à droite avec les différents tokens, on va donc arriver à un moment donné où on va arriver à un ratio où la réserve qui est donc la réserve fictive, va donc compenser à un moment donné les pertes qui auraient pu être engendrées dans la réserve principale. Le mécanisme est très très long, je ne vais pas entrer dans le détail pour vous expliquer comment ça fonctionne mathématiquement, mais grosso modo, qu'est-ce qui se passe? On va commencer avec un prix, on regarde s'il y a un prix moyen qui est équivalent au prix. Si c'est oui, on va donc update le SmartDex, donc ils vont mettre à jour un certain nombre de choses. Si c'est non, on va regarder maintenant si le prix est en train de se découpler. Si le prix est en train de se découpler, si c'est oui, on fait des ajustements. Si c'est non, on va continuer. Si on arrive donc à un niveau où la moyenne est en train d'être atteinte et qu'on ne pourra jamais atteindre un certain niveau, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont encore refaire des ajustements pour faire en sorte que cette perte-là qui est en train d'arriver n'arrive pas d'une certaine façon. Et si c'est non, the price is getting closer to the average and excessive. Donc, est-ce que ça arrive à une certaine moyenne? Est-ce que c'est en train de dépasser? Si c'est oui, on va faire des ajustements au fur et à mesure dans les deux pools pour que l'autre pool écran soit en réalité en train de capter les pertes et réajuster les pertes qu'il aurait pu avoir dans la pool principale. Donc, voilà comment SmartDex commence à faire cela, en fait, implémente cette notion d'impermanent loss pour transformer les impermanent loss en plutôt ce qu'ils vont appeler les impermanent gains. Donc, on n'aura pas des impermanent loss pour les fournisseurs. Pour le trader, il ne voit pas trop la différence. Hein. Il ne voit pas trop la différence. Parce que quand il va sur PancakeSwap, il trade, il ne sait pas qu'il y a l'impermanent loss derrière parce que lui ne gère pas ça. Mais pour celui qui a fourni la liquidité, justement, c'est lui qui sera impacté parce qu'il va voir ces impermanent loss-là. À un moment donné, il va découpler ses crypto-monnaies pour éviter de subir cet impermanent loss. Mais s'il n'y a plus d'impermanent loss, alors les gens peuvent déposer les crypto-monnaies dans les protocoles pendant autant longtemps sans plus s'inquiéter de venir à un moment donné suivre le token s'il y a beaucoup plus de prise de valeur de A par rapport à B et découpler les tokens à un certain moment donné. Et ils ont fait un certain nombre de tests, par exemple avec Uniswap. On voit que voilà comment l'impermanent loss est en train de s'effectuer au fur et à mesure que les crypto-monnaies avancent. Donc, quand on est dans une valeur où l'impermanent loss est assez considérable, où la crypto-monnaie, le prix de l'Ethereum, donc quand le prix de l'Ethereum avance, donc au début, on n'a pas d'impermanent loss si le prix de l'Ethereum est au même niveau. Mais au fur et à mesure que l'Ethereum avance, le prix de l'Ethereum avance, on va subir l'impermanent loss. Ça, c'est dans la pool USDT contre l'Ethereum. On a supposé que le prix de l'Ethereum était à 1000 $. Donc, si le prix de l'Ethereum passe à plus de 1000 $, voilà comment l'impermanent loss va évoluer.
on va aller jusqu'à moins 40% à un moment donné si l'Ethereum commence à prendre beaucoup trop de valeur. D'accord? Parce que l'autre crypto-monnaie est stable. Mais si les deux crypto-monnaies que vous avez couplées prennent la valeur au même moment donné, il n'y a pas de problème d'impermanent loss parce que les deux crypto-monnaies sont toujours à valeur équivalente, vu que si X fait x2, l'autre fait aussi x2, il n'y a pas de problème. Mais si X fait x2, l'autre fait divisé par 2, impermanent loss considérable en fait. Donc, sur Uniswap, voilà comment l'impermanent loss évolue en bleu. Et sur SmartDesk, voilà comment l'impermanent loss évolue de l'autre côté. On voit qu'il n'y a pas d'impermanent loss, mais plutôt des profits. Parce que là, ici, dans Uniswap, on est à moins. C'est négatif. Dans Uniswap, on est uniquement dans les valeurs négatives. Alors que dans SmartDev, on va toucher même les valeurs positives. Et il y aura plus 40% même. Et ça va commencer à baisser jusqu'à arriver à un certain niveau de 0. Donc, vous voyez qu'on va transformer ces impermanent loss là carrément en impermanent gain. Et c'est là où c'est tout à fait génial. C'est tout à fait génial parce que les fournisseurs de liquidités, c'est eux qui sont le plus à protéger dans cet écosystème. S'il n'y a pas de fournisseurs de liquidités, il n'y a pas de finances décentralisées. Il est important donc de protéger la liquidité des fournisseurs de liquidités. Si on essaie de comparer un peu avec la pool USDT, avec USDT Ethereum, sur d'autres protocoles, sur certains protocoles, sur d'autres crypto-monnaies, on va voir comment sur SmartDev, impermanent loss est bien moindre par rapport à d'autres DEX. Vous voyez que par exemple sur le Bitcoin, ils ont mis les dates d'une certaine façon, start date. Vous voyez qu'il y a plus 30%, alors qu'ailleurs, il y a impermanent loss. Ethereum, plus 51%, alors qu'ailleurs, il y a impermanent loss. Le BNB a moins 35%. Il ne transforme pas toujours. Hein. Il y a des cas où ça peut ne pas effectivement bien se passer. Mais c'est bien moindre qu'ailleurs. BNB, moins 35%, alors qu'ailleurs, on est à moins 64%. Vous voyez que, et ça c'est parce que le token a varié de jusqu'à 2800%. 2800%. Donc quand le token a varié de 2800%, vous aurez subi un impermanent loss ailleurs de 64%. Vous voyez que quand un token varie de 13 000%, vous allez subir ailleurs un impermanent loss de 82%, alors que chez eux, vous subissez 60%. Vous voyez que le Doge, 1700% de variation de token, 1700%. Ailleurs, vous aurez subi 56% de perte, alors que chez eux, vous aurez subi 5% de perte. Donc, ils sont drastiquement meilleurs par rapport à d'autres protocoles. OK? Par rapport à d'autres protocoles. Alors, ça peut être justement un endroit assez intéressant, comme le souk, le hub, pour fournir la liquidité et alimenter d'autres écosystèmes. Parce que si au lieu de bloquer ta crypto-monnaie chez PancakeSwap, quelqu'un peut décider de venir plutôt bloquer ici. Parce qu'en bloquant ici, il ne subit pas l'impermanent loss. Et ici, tu peux encore farmer ton token et avoir certains retours sur investissement. Vous voyez qu'ils sont présentement sur quelques protocoles, sur Base, sur Polygon, sur Arbitrum, et ils sont en train de s'étendre. Je ne vais pas aller trop en détail dans ce projet. Je pense que l'idée globale est déjà connue. C'était de vous donner cette idée globale. Et quand je regarde un peu les personnes qui sont derrière, il y a le CEO qui est donc en fait un cofondateur. Il faudrait regarder simplement les personnes qui ont écrit cet article. Vous regardez ces noms qui sont en haut, en début de page. Et vous faites une petite recherche. En faisant la recherche, je suis tombé sur celui-ci. Et je vois que c'est quelqu'un qui est là depuis un bon bout de temps dans cet écosystème quand même. Il est beaucoup plus dans l'immobilier. Il a été courtier dans les agences courtiers en immeuble. Et il est maintenant dans les crypto-monnaies. Bon, ce n'est pas un parcours très très fou, mais bon, dans tous les cas, concentrez-vous sur l'idée. Et maintenant, pour vérifier que quelque chose est correct, d'une certaine façon, c'est en regardant aussi les audits. Et quand j'ai regardé l'audit de ces protocoles, je vois qu'ils ont été audités par certains endroits, par Paladin Sec. Et je vois que leur rapport d'audit n'était pas aussi mal que ça. Quand je regarde et quand j'ouvre le rapport d'audit,
je vois qu'il y a eu quelques trucs graves au niveau des liquidités où à un moment donné, on dit que non, il y a les possibilités que le porteur du projet puisse retirer la liquidité et ça a été corrigé. Si vous voyez résolve derrière quelque chose, ça veut dire qu'on a découvert des failles ou bien on a découvert des éléments et on leur a notifié et ils ont corrigé cela. Donc c'est plutôt intéressant parce que un rapport d'audit est assez intéressant pour savoir si c'est quelque chose qui est fait selon les règles de l'art. Et donc ce rapport d'audit montre clairement qu'il y avait des failles et ils se sont améliorés, ils ont corrigé ces failles-là. Et voilà peut-être pourquoi on va observer la liquidité continuer de grandir dans ce protocole. Pour le moment, il y a simplement 79 millions de dollars bloqués à l'intérieur, ce qui n'est pas mal pour quelque chose qui est là depuis quelque temps. Donc peut-être au fur et à mesure que le temps passe, ils vont gagner encore de beaucoup plus de place et être peut-être le hub qui va abriter la liquidité et permettre de faire en sorte que d'autres protocoles de finances décentralisées puissent voir le jour. Quand on voit un protocole de finances décentralisé, ça ne veut pas dire que la liquidité est forcément stockée dans le protocole. Je peux avoir un protocole qui stocke la liquidité et d'autres DEX se créent en utilisant la liquidité qu'il y a sur mon protocole. Comme PancakeSwap aujourd'hui est en train de devenir un protocole pour alimenter d'autres DEX. Donc plein d'autres DEX se créent en puisant la liquidité qu'il y a sur PancakeSwap, en effectuant les trucs en se basant sur PancakeSwap. Donc peut-être celui-ci va prendre plus de place et peut-être PancakeSwap peut aussi, ça c'est ce que je dis qui est très important et qui va vous permettre de comprendre comment les protocoles existants peuvent s'améliorer. PancakeSwap peut prendre cette idée et capitaliser là-dessus. Et si PancakeSwap capitalise là-dessus, ils vont peut-être damer le pion à ce protocole qui a montré le chemin. Et PancakeSwap a pris et capitalise sur la liquidité qu'ils ont déjà, sur la notoriété qu'ils ont déjà. Ils capitalisent là-dessus en fournissant quelque chose qui est encore bien plus meilleur. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que tu as appris quelque chose des impermanent loss qui peuvent être transformés en impermanent gain? Ça m'a beaucoup fasciné cette idée et c'est pour ça que j'ai partagé cela avec toi. C'était Elvis Konjo. Like et partage la vidéo permettent à d'autres personnes de découvrir notre chaîne, de comprendre ce qui se passe et de rester crypto éduqué. D'ici à là, porte-toi bien. À d'autres vidéos sur la chaîne. Forme-toi et surtout sécurise ton wallet. Ciao.